bonsoir et merci d'avoir choisi Télé 7 pour vous informer. Tout de suite, les titres. Coup de tonnerre dans l'opposition politique congolaise. Eugène Diomi Ndongala soupçonné de vouloir monter un coup d'état. En tout cas, des personnes présentées à la presse l'ont avoué. Une bande de 13 personnes armées, dont une femme qui se préparait à attaquer le cortège du chef de l'État, Joseph Kabila. Comment développer une culture de confiance et d'excellence pour la grandeur de la République démocratique du Congo? C'est l'une des questions auxquelles devront répondre les participants à des journées de réflexion organisées à Kinshasa. On parlera aussi de la reprise des activités minières dans le Nord Kivu. Le ministre des Mines l'a annoncé récemment au cours de la réunion du groupe thématique Mines et Hydrocarbures. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres et merci de nous rejoindre. Je voulais annoncer dans le sommaire un réseau criminel entre les mains de la police ce jeudi. 13 personnes, dont une femme, ont été présentées au ministre de l'Intérieur comme étant les membres d'une bande armée dénommée Imperium qui projetait, selon la police, d'attaquer le cortège présidentiel de Joseph Kabila dans le but d'éliminer physiquement le chef de l'État. La police annonce en outre que lors des auditions, des bandits auraient passé aux aveux, donc en désignant comme auteur intellectuel Eugène Diomi Ndongala. José Junior Ouawa pour les détails. Ils sont soupçonnés d'être membres du réseau Imperium. Cette personne avait un objectif commun, celui d'assassiner le chef de l'État Joseph Kabila et le Premier ministre Augustin Matata. Le porte-parole de la police nationale précise. À la suite des agitations qui ont suivi l'élection présidentielle du novembre 2011, nos services ont été saisis de la gestation d'une bande armée dénommée Imperium, bande composée à l'origine essentiellement des membres recrutés dans certains partis politiques. Cette bande armée s'est structurée de la couverture d'une cellule de prière qui se réunissait à la résidence de Madame Kabungama Kabantu Marie-Josée. Malheureusement pour eux, la police en était parfaitement informée. Ils ont été démasqués lors d'une perquisition dans l'un de leurs lieux de retranchement dans la commune de Kimbanseke avec un butin, 20 mousses, 20 téléphones portables, kit complet, 26 bouteilles, ainsi qu'un important lot de matériel explosif. Après audition, ces criminels présumés sont passés aux aveux en désignant le député de l'opposition, Eugène Diomi Ndongala, comme principal instigateur et financier du mouvement. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité appelle la population à la vigilance et promet des sanctions exemplaires pour ces bandits. Ces compatriotes sont entre les mains de nos services depuis quelques jours, quelques semaines. Ils ont été entendus. Les PV existent. Et à cette étape, la justice fera son travail en toute transparence. Nous sommes dans une démocratie. C'est peut-être aussi leur manière d'exprimer leur démarche démocratique. Mais je voudrais dire qu'ils sont dans l'erreur. Je crois qu'on a rappelé les limites de droit. Il y a des lignes rouges qu'il faut éviter de traverser. Pour l'heure, c'est à la justice de trancher. Au sujet du M23, le dernier show médiatique de ce mouvement rebelle pour se faire entendre et justifier ses revendications inquiètes. D'aucuns croyaient que cette force négative allait monter les enchères jusqu'à saisir le Parlement sud-africain afin d'interdire le déploiement des troupes dans le cadre de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Voici ce commentaire de la rédaction sous la voix de Bijoumbui. Le mouvement rebelle M23, jusqu'à quand va-t-il nous faire voir de toutes les couleurs? Pourtant fauché comme un rat dans une bibliothèque face à l'atterrissage imminent de la brigade d'intervention de la MONUSCO dans ses milieux de survie, le groupe de Makenga ne baisse toujours pas le rideau de la théâtralisation de la situation dramatique qu'il a provoquée. Décidément, les rebelles ne sont pas créés pour prendre les choses au sérieux. Malgré la tournure des événements à son entière défaveur, le M23 continue à se comporter comme sur un petit nuage. À Kampala, où ils sont en pourparlers avec le gouvernement congolais depuis décembre 2012, dans les localités qu'ils occupent dans le Nord Kivu et dans les interventions médiatiques de ses membres, c'est du show permanent. Dans la capitale ougandaise, la plus bavarde dans les locaux reste incroyablement la délégation du M23. La rébellion tient mordicus à la poursuite des négociations sur des sujets qui fâchent.
situation politique, économique et sociale du pays, libération des prisonniers politiques et l'intégration des éléments rebelles à leur titre au bon marché respectif se réclament à corps et à cri. On dirait que le gouvernement congolais n'était plus redevable au souverain primaire, le peuple, mais au prétendu souverain guerrier. À Bunagana, Rutshuru Centre, Kibati et dans différentes localités, c'est la campagne d'intoxication anti-brigade intégrée. Les membres du M23 croient au miracle en sensibilisant la même population qu'ils martyrisent quotidiennement à se prononcer contre le déploiement d'une brigade qui pourtant aura la mission de neutraliser tous leurs bourreaux. Point n'est besoin de sortir du laboratoire des sciences de l'information et de la communication pour déduire que la campagne ne produira aucun effet. Et pour couronner le tout, Bertrand Bissimois, le remplaçant de l'apôtre Jean-Marie Runiga, à un trône éjectable, a expédié une lettre au Parlement sud-africain pour dénoncer la participation annoncée des troupes sud-africaines à la nouvelle brigade. Le M23 veut faire peur, oubliant que les rapports de force ne jouent plus en sa faveur. Claquer la porte à Kampala, il n'a plus le monopole de la violence sur le champ de tir. Mobiliser la population, il est vite rattrapé par son passé récent et présent de déstabilisateur de paix sociale. Lancer le défi contre la brigade, il est coupé de tout ravitaillement du parrain rwandais. Aujourd'hui, avec trop de projecteurs braqués sur lui, le sponsoring n'est plus envisageable. 10 ans après, que reste-t-il de l'accord de paix signé à Sun City? Comment développer une culture de confiance et d'excellence pour la grandeur de la RDC? Qu'est-ce qui fait que beaucoup des résolutions de Sun City n'aient pas été appliquées? Voilà autant de questions, autant d'interrogations que devront répondre les participants à ces journées de réflexion issues de toutes les couches de la population. Ces journées se sont ouvertes dans la salle Bakanja du centre d'accueil Caritas dans la commune de la Gombe à l'initiative de la société civile. Oscar Bakandoa, Fiston Vili. Toutes ces questions sont débattues au cours de ces assises. Les acteurs politiques de tous bords, les scientifiques et les acteurs de la société civile, ainsi que les participants au dialogue intercongolais de Sun City, ont tous répondu à cet appel de la société civile sur les consensus intégrés de Sun City 10 ans après. Pour les coordonnateurs du projet SCO, les Congolais doivent évaluer cet accord de Sun City et s'effrayer un nouveau chemin. Ils ont pris des engagements. Quel est l'état de mise en œuvre de ces engagements? Ça, c'est la première attente. La deuxième attente, comment trouver des solutions aux nouveaux défis de notre société afin de voir comment ces défis sont venus se poser dans la mise en œuvre de ces engagements et faire des propositions pour que, ensemble, nos dirigeants et la population fassent marcher le pays. Quand le pays marche, s'arrêter un moment pour s'interroger sur les engagements pris antérieurement pour voir comment le faire avancer, comment faire avancer le pays. Les initiateurs de ces journées d'évaluation ont en partage l'intime conviction que le dialogue intercongolais a constitué le troisième moment à la fois historique et important de refondation des bases de l'État congolais. Au chapitre de réaction, les participants saluent l'initiative de la société civile à travers le Progresco et invitent par ailleurs les Congolais, surtout ceux au pouvoir, d'avoir la culture d'évaluation pour mener à bon port le peuple congolais. Ils sont au micro d'Oscar Bakandoa. C'était un consensus. Nous n'avons pas exécuté le produit de notre consensus comme il se devait. Voilà pourquoi j'en appelle à un nouveau consensus. Pas je veux dire, pour mettre en cause les élections, mais pour développer une vision qui va au-delà des élections. Sun City a été la voie qui balisait l'avenir du Congo. Et que ce qui nous a manqué, c'est la cohésion nationale, c'est le consensus. Et avec les concertations nationales qui sont annoncées, je crois que l'initiative de la société civile est louable. Dans ce sens que nous nous retrouvons déjà ici. Vous avez même vu certains partis politiques qui posent des conditions pour assister aux concertations nationales, viennent de participer ou sont en train de participer à cette évaluation. C'est que c'est un bon signe.
Le débat se poursuit à l'Assemblée nationale. À l'unanimité, les élus du peuple ne sont pas convaincus, pas du tout, des réponses de la ministre de la Justice sur l'état actuel de la justice congolaise. Les députés ont surtout évoqué la corruption qui gangrène la société. Bien d'autres sujets ont été également débattus au cours de cette plénière. Serge Kouete, Eric Ngamba, Blanchard Kandolo. Ils ont répondu aux préoccupations des députés nationaux. Les deux ministres de la Justice et son collègue des ressources hydrauliques et électricité devraient éclairer la représentation nationale sur les questions liées à la justice, la corruption et les conditions de vie des détenus, voire les infrastructures carcérales. À cette question, Wivin Mumba rassure que des actions disciplinaires sont engagées par le gouvernement pour éradiquer ces fléaux. Quant aux conditions de vie de personnes incarcérées, la ministre de la Justice a fait savoir qu'un plan d'aménagement des infrastructures des prisons est en cours. En dépit de toutes les informations livrées, Wivin Mumba n'a pas convaincu. Jusqu'à ce niveau ici, elle n'a pas donné de réponses précises. Elle a donné des réponses d'une façon générale, des théories et tout. Au moment que les gens sont en train de souffrir dans des prisons, dans des parquets, si vous arrivez là pour solliciter la mise à liberté provisoire, je vous assure, si vous n'avez pas 1500 $, vous n'aurez pas la liberté provisoire. Autre question, c'est celle du député UNC, André Claudel Loubaya. L'élu du peuple veut tout savoir sur le retard que connaît la mise en œuvre de la centrale de Katende. En réponse, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité indique que la partie congolaise n'a décaissé jusque-là qu'un montant de 9 millions de $ sur 112 millions de frais de sa contrepartie contre 50 millions déjà disponibles par la partie indienne. Ce qui porte le fonds décaissé à seulement 59 millions de $ sur le coût total de ces projets évalué à 280 millions de $ américains. Les observateurs avertis affirment qu'avec ces faibles niveaux de décaissement, rien ne rassure la mise en œuvre de cette centrale. 4 jeeps, 14 motos, en plus d'un bâtiment mis à leur disposition. Le vice-gouverneur de cette province promet quant à lui de veiller à la protection de ce bien. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC qui sont gagnés. Un nouveau bâtiment, 5 Jeeps 4x4 pimpant neufs et 14 motos, c'est la nouvelle acquisition que vient de bénéficier la police spéciale de la protection de l'enfant et de la femme en province orientale. Pascal Mombiopana, gouverneur intérimaire, a présidé la cérémonie de la remise officielle de ces patrimoines. Vous tous, utilisateurs, sachez que les bâtiments, les véhicules et motos mis à votre disposition ces jours constitue désormais le patrimoine de l'État congolais. À ce titre, le gouvernement provincial qui représente l'État congolais en province aura toujours un œil vigilant sur leur utilisation. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise se réjouit de la dite acquisition car elle va faciliter la performance de ce service et à l'occasion a invité les bénéficiaires à une gestion harmonieuse. La réalisation de cette œuvre par le partenaire rentre dans le cadre de la modernité prônée par le chef de l'État. Il est de noter que la Constitution de la République, telle que modifiée à ce jour, veille sur la protection de l'enfant qui est le renouvellement de la vie et de l'être, celle de la femme et du genre. Ce geste est une action concrète de la promesse du gouvernement en ce qui concerne la protection de l'enfant et de la femme en province orientale. Bonne nouvelle pour les exploitants des ressources minières au Nord Kivu. Le ministre des Mines a, au cours de la réunion du groupe thématique Mines et hydrocarbures de ce jeudi, annoncé la reprise des activités minières au Nord Kivu sous réserve de leur évacuation par avion. Cette réunion a consisté à évaluer le rapport du projet PA qui touche à sa fin en RDC et la création d'un groupe interbailleur du secteur minier. Mariam Boya, bienvenue Kassa.
Après plusieurs réunions tenues dans le secteur de mines et hydrocarbures, tous les membres de ces secteurs thématiques procèdent à l'évaluation de toutes ces rencontres, mais aussi à l'examen de projets en cours d'exécution. Cette réunion aura au moins le mérite d'annoncer la reprise des activités minières au Nord Kivu, la sécurité ayant été restaurée dans cette partie du pays, ainsi que le dialogue social avec les communautés locales. Pour ce qui est de centres de négoces construits depuis 3 ans, mais non opérationnels, le CESC et le SAESCAM se disent prêts à les équiper et le remettre auprès des autorités compétentes et de services du ministère de Mines. Cette rencontre de bailleurs de fonds et des experts du secteur des mines et des hydrocarbures a été également l'occasion pour les représentants du programme d'appui à la gouvernance de l'Union européenne d'annoncer la fin du projet à la fin du mois en cours. Après une semaine d'intenses travaux, la haute direction des douanes et accises veut mettre le bouchée double en vue d'atteindre des assignations. Elle a clôturé mercredi le séminaire atelier sur la procédure de contentieux. Le directeur général de cette régie financière se félicite de la qualité de ces travaux qui ont permis à sa structure d'avoir des fichiers de contentieux national qui va répondre sans doute aux attentes de cette régie financière. Nadine Laing, Cédric Idimou. 10 jours ont suffi pour les délégués des directions centrales de la DGDA et des directions provinciales d'appréhender les procédures légales et réglementaires en matière de contentieux douaniers et des assises. Les participants à ces travaux ont élaboré et adopté des principes de nettoyage du fichier de contentieux national. Ils ont profité aussi d'amender et valider la structure des données devant figurer sur ces fichiers. Ils souhaitent, à travers des recommandations formulées, de procéder à l'évaluation et suivi régulier des activités contentieuses et de tenir compte du profil de cadre à affecter au poste d'inspection de contentieux pour plus d'efficacité. Le directeur général des douanes et accises s'est félicité du travail abattu par ses collaborateurs et a invité à l'occasion les différents délégués à une large diffusion, vulgarisation et sensibilisation auprès de tous les acteurs pour sa mise en application. Donc mon espoir et mon souhait, c'est qu'au terme de cette session, de cet atelier, de ce séminaire, tous les responsables, parce que nous avons eu affaire à des cadres et agents qui s'occupent justement des problèmes contentieux, donc au terme de ce séminaire, ils aient acquis de nouvelles connaissances pour mieux rendre au service bien entendu de la douane, mais également au service des usagers de la douane. Il y aura une programmation, un chronogramme qui sera suivi par tout le monde, de façon que les enseignements acquis au cours de ce séminaire puissent être transmis à d'autres. Donc ce sera fait et tout le monde en tirera profit. Des brevets ont été remis aux participants à l'issue de ces assises. La haute direction a promis de s'impliquer pour permettre aux inspections de contentieux de remplir efficacement leur mission. Le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dispose désormais d'un plan intérimaire de l'éducation. Ce document va servir de référence pour toute intervention dans ce secteur. En même temps, il constitue un outil précieux de planification, de programmation et de coordination, aussi bien pour le gouvernement que pour les partenaires. Rosa Wazi, Fisson-Buni. Toutes les batteries sont mises en marche pour élever les niveaux du système éducatif congolais. La mise en œuvre du plan intérimaire de l'éducation en est une illustration parfaite. Cette stratégie de développement du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel devrait permettre d'identifier clairement les difficultés devant lesquelles bute le système éducatif national. Il s'agit aussi d'indiquer à tous les acteurs la voie à suivre pour parvenir à un enseignement de qualité. Elle permettra aussi d'accroître l'accès des enfants à l'école et surtout de renforcer et améliorer la gestion du secteur de l'éducation. Makar Mwangou ne manque pas de souligner l'importance de ces programmes. La stratégie et le plan intérimaire de l'éducation sont les deux documents de référence pour toute intervention dans le sous-secteur de l'EPSP. Ils constituent les outils précieux de planification, de programmation, de coordination, aussi bien pour le gouvernement que pour ses partenaires. Mais au-delà et surtout, ils sont moteurs de différentes réformes qui devront booster et développer durablement notre système éducatif. Une feuille de route de ces réformes est actuellement en cours d'élaboration en concertation entre les ministères et les partenaires techniques et financiers. Elle sera dans un proche avenir largement partagée par les principaux acteurs.
Ces plans intermédiaires de l'éducation élaborés depuis 2012 par le gouvernement aura coûté 1,8 milliard de dollars américains pour sa réalisation. Présents à cette cérémonie, les partenaires d'appui technique et financier ont félicité le gouvernement pour les efforts consentis pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en RDC. Pour s'assurer du bon suivi de la mise en œuvre du PIE, le sous-provède, les gestionnaires et les chefs d'établissement sont mis tous à contribution. À travers son programme d'appui à la gouvernance, l'Union européenne met à la disposition du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme et des matériels et équipements pour faciliter le contrôle de la fraude forestière en RDC. Ces outils qui seront partagés dans 4 provinces destinés aux bureaux provinciaux du dit ministère. L'ambassadeur de l'Union européenne a indiqué que cette contribution à l'état de droit en RDC et aussi à la promotion de la bonne gouvernance. La cérémonie s'est déroulée mercredi au ministère de l'Environnement. Mariam Boya, Fallon Amissi. Ce lot de matériel de contrôle que le ministre de l'Environnement reçoit en séjour facilitera un tant soit peu le contrôle de la fraude forestière en République démocratique du Congo. À travers ce don, l'Union européenne, par son programme d'appui à la gouvernance, entend prêter main forte au gouvernement congolais dans la lutte contre l'exploitation illégale de bois, gage de la bonne gouvernance et du développement durable dans le secteur forestier. Aussi, les bénéficiaires de provinces orientales de l'Équateur, du Bas-Congo et du Bandundu sont tenus à en faire bon usage afin d'atteindre les objectifs assignés. Il est possible d'arriver à une gestion raisonnable des forêts qui fait que l'on préserve à la fois le capital forestier et les aspirations légitimes des populations à en profiter pour leur essor économique. Et ça, c'est possible uniquement à travers une bonne gouvernance. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Et donc tous les matériels que nous donnons aujourd'hui sont là pour aider les administrations congolaises à exercer cette tâche. Une exhortation qui ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Le ministre de l'Environnement promet de s'investir dans cette noble mission pour faire de la RDC une puissance environnementale, d'autant plus que la forêt en République démocratique du Congo constitue une source d'emploi et de revenus à la fois pour l'État et les populations. Nous allons passer à la revue de presse. Les journaux parus ce jeudi ont été lus et sélectionnés pour vous par Rosa Wazi. Depuis l'annonce de l'arrivée de la brigade d'intervention dans la province du Nord Kivu, les M23 est dans la débandade totale. Les sujets est à la une du journaux parus ce jeudi, dont la capitale. L'avenir annonce la panique au M23. Même si les pourparlers ont repris depuis le 15 avril 2013 à Kampala, les M23 n'essaient à quel sens se vouer. Conseillés par le Rwanda, ils multiplient des discours contre la brigade d'intervention. En même temps, ils demandent au Parlement et au peuple sud-africain de faire changer d'avis leur gouvernement pour éviter un bain de sang. Pour les lieutenants-colonels Prosper Félix Basse de la MONUSCO, poursuit les confrères, les activités de propagande menées par le M23 ne vont pas modifier les dispositions qui ont déjà été prises au niveau des Nations Unies concernant le déploiement de cette force. Face à cette propagande, la MONUSCO reste insensible, confirme l'observateur. Ces référents au point de presse hebdomadaire de la MONUSCO, les confrères rapportent que la mission onusienne refuse de céder à la propagande du M23. Elle promet un carnage à la brigade d'intervention. La brigade d'intervention est certes un outil, mais pas une panacée, a déclaré Félix Prosper Basse, porte-parole militaire de la MONUSCO. Il n'est nullement impressionné aux élucubrations et autres gesticulations du M23 qui promet un bain de sang si la force d'intervention tentait de s'approcher dans les localités sous contrôle. Pendant ces temps, les phares annoncent que des centaines de Congolais résidant dans les territoires contrôlés par les M23 de Bunagana à Kibumba en passant par Rutshuru ont dû prendre précipitamment le chemin de la brousse hier mercredi 10 avril. C'était pour se soustraire à l'appel de responsables de cette force négative, les incitant à participer à une marche de protestation contre la brigade spéciale de Nations
Unis a déployé dans cette partie du pays. Mais faute de participants, l'activité a été reportée au dimanche 14 avril, conclut le journal. Loin de cette affaire, les potentiels s'est intéressé aux centrales des Katende. Lancé en octobre 2011 par le président Joseph Kabila, le travaux de construction du barrage des Katende dans la province du Kasaï occidental traîne. L'Assemblée nationale s'est penchée hier mercredi sur le dossier sans obtenir des garanties nécessaires du ministre de Ressources hydrauliques et électricité. Quelques jours auparavant, l'actuel gouverneur du Kasaï occidental avait, au sortir d'un entretien avec le Premier ministre, fustigé le grand retard pris dans la mise en œuvre du projet. Entre le gouvernement central et l'exécutif provincial, qui dit vrai, s'interroge le journal. Sans doute, des pesanteurs et non de moindre plombent ces projets. Une année après le passage du président de la République à Katende. Et c'est la fin de cette revue de presse. C'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Les familles Mambou et Lamba ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, ainsi qu'aux ressortissants de la province de Bandundu, particulièrement ceux de la collectivité Kwenge, la mort inopinée de leur père, oncle et grand-père, Robert Mambou, décès survenu ce vendredi 5 avril 2013 à Kinshasa. La levée du corps de la mort de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamaemo, se tiendra ce vendredi 12 avril, suivi de l'exposition à l'esplanade de la maison communale de Bandalungwa. L'enterrement interviendra le samedi 13 avril 2013 au cimetière de Kintambo. Ce communiqué tient lieu de faire part. Les familles Mambou et Lamba ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, ainsi qu'aux ressortissants de la province de Bandundu, particulièrement ceux de la collectivité Kwenge, la mort inopinée de leur père, oncle et grand-père, Robert Mambou, décès survenu ce vendredi 5 avril 2013 à Kinshasa. La levée du corps de la mort de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamaemo, se tiendra ce vendredi 12 avril, suivi de l'exposition à l'esplanade de la maison communale de Bandalungwa. L'enterrement interviendra le samedi 13 avril 2013 au cimetière de Kintambo. Ce communiqué tient lieu de faire part. La direction de l'inspection générale des finances a le regret d'annoncer à tout son personnel, aux amis et connaissances, le décès de l'inspecteur général des finances, Nestor Panou Matantseki, survenu à Kinshasa le jeudi 28 mars 2013. Le programme des funérailles se présente comme suit. Vendredi 12 avril 2013 à 12 h, levée du corps de la morgue du centre hospitalier Biamba Mutombo. 12h30, escale au domicile du défunt, 6 avenue de la Poste, numéro 23, quartier Sans Fil, dans la commune de Massina. 13h30, recueillement à l'inspection générale des finances. 15h, départ pour la veillée mortuaire à la Sanef, dans la commune de Lingwala. Samedi 13 avril 2013, 14h, inhumation au cimetière de Benteke-Fouti, Nouvelle Cité. La direction de l'inspection générale des finances a le regret d'annoncer à tout son personnel, aux amis et connaissances, le décès de l'inspecteur général des finances, Nestor Panou Matantseki, survenu à Kinshasa le jeudi 28 mars 2013. Le programme des funérailles se présente comme suit. Vendredi 12 avril 2013 à 12 h, levée du corps de la morgue du centre hospitalier Biamba Mutombo. 12h30, escale au domicile du défunt, 6 avenue de la Poste, numéro 23, quartier Sans Fil, dans la commune de Massina. 13h30, recueillement à l'inspection générale des finances. 15h, départ pour la veillée mortuaire à la Sanef, dans la commune de Lingwala.
Samedi 13 avril 2013, 14 h, inhumation au cimetière de Benteke Fouti, Nouvelle Cité.